Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Avant de commencer notre émission, nous vous signalons que le militant du comité des chômeurs, Rachid Aouin, condamné à 6 mois de prison ferme à l'Oued, a entrepris une grève de la faim illimitée. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous abordons, à partir d'aujourd'hui, dans nos émissions hebdomadaires Le Vif du Sujet, le thème de la séparation du pouvoir. Cette émission se déclinera en 4 parties. Celle d'aujourd'hui sera consacrée au cadre général du sujet. Ensuite, nous consacrerons une émission à chaque pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. La séparation des pouvoirs est un système politique qui, partant du principe qu'il ne faut pas laisser la totalité du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. En somme, si je devais résumer en quelques mots cette notion de séparation des pouvoirs, je dirais qu'elle est à la démocratie ce que l'âme est au corps. À l'origine de la séparation des pouvoirs, l'idée a germé que toute personne ou groupe de personnes qui détient la totalité du pouvoir, la totalité, sur une nation, est naturellement amené à en abuser. Il fut donc préconisé de séparer le pouvoir, de le morceler, de le fractionner en 3 parties distinctes, l'une des 2 autres, chacune distincte des 2 autres. De diviser la puissance publique en 3 pouvoirs différents. Le pouvoir législatif, composé de représentants du peuple, le Parlement, le Sénat, dont les prérogatives seront d'élaborer et de voter les lois du pays. Le pouvoir exécutif, le chef de l'État, le Premier ministre, le chef du gouvernement, les ministres, composé de responsables élus ou désignés dont le rôle sera de veiller à l'exécution des lois et du bon fonctionnement de l'État. Et enfin, le pouvoir judiciaire, constitué de magistrats, dont la mission est de faire appliquer les lois. Montesquieu les définit ainsi: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Les 3 pouvoirs sont confiés à leurs détenteurs par la souveraineté populaire et ceux-ci l'exercent au nom du peuple, devant lequel ils restent comptables de tout ce qu'ils entreprennent à travers des mécanismes particulièrement précis et des principes transparents pour empêcher toute confiscation personnelle de tout ou partie de ces pouvoirs par une seule personne ou un groupe de personnes. Et ainsi, ces 3 pouvoirs, séparés, attribués à des grands élus, à de grands commis de l'État et à des magistrats, seront en même temps imperméables chacun par rapport aux 2 autres, mais interconnectés du fait qu'ils se complémentent et qu'ils se relaient depuis l'élaboration de la loi jusqu'à son application. Chacun étant confiné dans les attributions que lui confère la souveraineté populaire. Ces 3 puissances sont indépendantes jalousement, indépendantes, mais elles sont forcées d'aller de concert. Elles sont forcées d'aller de concert, pour reprendre cette observation de Montesquieu dans son fameux Esprit des lois. L'idée est largement répandue que la séparation des pouvoirs, lorsqu'elle est effective et non pas une façade en trompe-l'œil, est le plus sûr garant d'un véritable état de droit où nulle ni nulle force ne peut capter la souveraineté populaire à son seul profit. Lorsqu'elle est consacrée, étayée par de grands équilibres et des institutions pérennes qui empêchent toute déviation, toute récupération, toute captation et toute altération de son esprit, la séparation des pouvoirs rend impossible, normalement, le despotisme et la confiscation des libertés.
Mais cela est-il aussi simple? La modernité n'a-t-elle pas changé la donne? Le monde de la finance, tel qu'il se décline aujourd'hui, n'est-il pas lui-même devenu un pouvoir, et le plus puissant d'entre tous, puisque dans de nombreux États où la séparation des pouvoirs est pourtant consacrée, c'est l'argent qui fait élire les tenants du pouvoir exécutif et législatif, et aux USA même dans le pouvoir judiciaire. Ne devons-nous pas considérer ce pouvoir, celui de l'argent, comme le plus grand des pouvoirs, qui est entre les mains d'une minorité? La presse, que certains qualifient de quatrième pouvoir, pour montrer tout le poids qu'elle peut avoir dans la prise de décision, dans les processus électoraux, entre autres, n'est-elle pas entre les mains de la finance que personne ne semble voir? Nous allons parler de cela avec nos invités, que j'ai le plaisir d'accueillir. Brahim Younsi, président de l'UDM, Nordine Bahbouh, président de l'UFD et l'UFDS et ancien ministre de l'Agriculture, et Nordine Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme. Aujourd'hui, donc nous allons directement commencer par recevoir Maître Nordine Ahmin. Merci d'avoir encore répondu à notre invitation. Merci à vous encore une fois de m'avoir invité. Donc bonjour pour les téléspectateurs de Magharibia. Merci, merci. Merci. Alors, Nordine Ahmin, quelle est votre vision de ce système de séparation des pouvoirs, des principaux pouvoirs tels que nous les connaissons du moins? En Algérie, bien sûr, la séparation des pouvoirs on a eu un moment éphémère à peu près presque une division après le 5 octobre 88 et l'avènement de la Constitution du 23 février 89. C'est vrai, on avait espéré à partir de là, après de sa critique, que les portes de la liberté s'ouvrent pour le peuple algérien. Malheureusement, c'était une parenthèse très éphémère. Mais c'est Nordine, aujourd'hui, dans cette première émission dédiée à la séparation des pouvoirs, je souhaiterais qu'on puisse aborder cela sous l'angle didactique, j'allais dire. D'abord parler de la séparation des pouvoirs d'une façon générale, et nous reviendrons dans la situation de notre pays après dans les autres émissions, si vous le souhaitez et si vous le voulez bien. D'accord, ok. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr, l'idée de la séparation du pouvoir remonte au XVIIIe siècle, plus précisément en 1748, avec l'esprit des lois de Montesquieu, qui a préconisé, justement après avoir observé en Angleterre, en Grande-Bretagne, ce qui s'est passé à l'époque. Donc il a vu que pour avoir vraiment une liberté, donc il va falloir séparer les pouvoirs. Et à partir de là, bien sûr, toutes les constitutions des démocraties consacrent cette idée justement de la séparation des pouvoirs, y compris en Algérie, avec l'avènement justement de la constitution de 89, où il y a eu, constitutionnellement parlant, même en Algérie, il y a théoriquement, il y a un stable, du moins un minimum. Oui. Mais malheureusement, c'est dans c'est la pratique qui pose problème. Donc, pour la séparation des pouvoirs, c'est quoi? Justement, par exemple, il y a un pouvoir exécutif, déjà un pouvoir législatif d'abord, bien sûr, là où il y a des lois qui sont pensées, là où les lois émanent. Et puis, il y a bien sûr le pouvoir exécutif, il y a le garant de tout cela, qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est le garant, justement, de la protection de la société à la fois, et le garant des libertés. Les deux, c'est-à-dire il y a deux bases. Oui. Pour protéger, justement, un État, il faut le pouvoir judiciaire, il doit agir sur deux axes. La protection de la société, à travers l'application des lois émanant du pouvoir législatif, et aussi la protection des libertés.
C'est l'article d'ailleurs 138 de la Constitution algérienne qui stipule que le rôle de la justice, c'est la protection à la fois de la société et des libertés. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout en Algérie. Oui. Et on a un seul pouvoir. Nous allons consacrer lors des émissions suivantes une émission par pouvoir. Et donc le pouvoir judiciaire il aura son émission. Mais restez avec nous, maître Ahmed. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je vous entends. Très bien, merci d'être avec nous. Alors, c'est Brahim. Votre vision sur ce principe de séparation des pouvoirs. C'est Brahim Younsi. Oui. Je voudrais revenir à un concept que vous avez utilisé. Oui. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs. C'est le concept de souveraineté populaire. Oui. La séparation des pouvoirs fonctionne sur le principe de la souveraineté nationale. Oui. Et pas de la souveraineté populaire. Ah, d'accord. Vous pouvez nous expliquer la différence? Je vais vous l'expliquer si vous me le permettez. Je vous en prie. Alors, on a cité Montesquieu, mais le premier théoricien de la séparation des pouvoirs, c'est John Locke. Oui. C'est l'anglais John Locke, Exact. suivi de Montesquieu, c'est à peu près la même période, mais sont donc les théoriciens de cette notion et de la notion de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale implique forcément, et je dis bien forcément, la séparation des pouvoirs, contrairement à la souveraineté populaire, et je reviendrai tout à l'heure. Oui. Dans le type de régime, c'est-à-dire fondé sur la souveraineté nationale, Oui. c'est la nation qui dispose de la souveraineté. Oui. La nation n'est pas le peuple. La nation et le peuple sont deux concepts différents, deux entités différentes. Expliquez-nous. Je vais vous l'expliquer. La nation est une entité abstraite. Oui. Elle est indivisible. Oui. Et la nation n'est pas seulement les citoyens que nous sommes, les citoyens vivants. La nation, c'est aussi les morts. Oui. Oui. C'est aussi ceux qui vont naître. C'est les générations qui viennent, qui ne sont pas encore nées. Exact. C'est ça la nation. Exact. Très bien. Donc cette conception de la souveraineté qui repose sur la nation, et c'est là où la question de la séparation se pose. Elle implique des représentants. Et ces représentants ne sont pas les représentants des citoyens. Ils peuvent l'être, par exemple, les députés, par exemple, dans le pouvoir législatif. Non, les députés sont les représentants de la nation. Ils ne sont pas les députés, les représentants du peuple? Et ils représentent la nation. Mais c'est le peuple qui les élit, c'est le peuple vivant. C'est même pas le peuple, ce sont les électeurs. Et ils ne représentent même pas les électeurs, ils représentent le concept de la nation. Une nation abstraite. D'accord, ok, très bien. Bon. Mais ils représentent la nation tout entière, les députés. La mémoire, l'identité, les citoyens à venir, les citoyens passés. Les vivants et ceux qui viendront. D'accord, très bien. Parce qu'ils votent aussi des lois pour l'avenir, pour le futur. Très bien. Hein? Donc, c'est ce que vous venez de dire. Elle implique l'histoire et l'avenir. Très bien. Voilà. Dans ce type donc, de système... autant pour moi j'ai compris. Je ne dirais plus la souveraineté populaire, je dirais la souveraineté nationale. C'est ça. Très bien. Absolument. Dans ce type de séparation des pouvoirs. Très bien. C'est la souveraineté nationale. Donc, dans ce type de système, la démocratie, et c'est là où on revient à la représentation, c'est une démocratie représentative. Dans le cadre de la démocratie populaire, il y a une représentation. Mais les deux représentations sont très différentes. Très différentes. Donc, dans cette démocratie représentative, cela veut dire que la démocratie n'est pas directe. Oui. Le peuple n'intervient que périodiquement. Non, mais nous... des élections. Pour renouveler ou pas le mandat de ces représentants qui sont libres, totalement libres de leur vote. Oui, mais c'est une désignation directe, ce sont des élections directes, ça ne se fait pas par grands électeurs. Mais la démocratie n'est pas directe, je vais expliquer pourquoi. Ah, oui, je vous en prie. Je vais dire ça. La démocratie n'est pas directe parce que les représentants du peuple, les représentants de la nation dans ce cadre-là,
sont libres de leur vote. Mais c'est normal, on ne peut pas... à l'encontre des opinions de leurs électeurs. Mais c'est Ibrahim, on ne peut pas faire un vote à chaque fois qu'il faut faire une loi. Nous sommes obligés de les désigner pour une période donnée durant laquelle... Mais dans le cadre, je vais poursuivre, dans le cadre. Je vous en prie. Donc, ils ne sont pas tenus, comme dans le cadre de la souveraineté populaire, par un souveraineté mandat nationale. Souveraineté nationale. Dans le cadre de la souveraineté populaire, ils ne sont pas tenus... Oui. Non, dans le cadre de la souveraineté nationale, ils ne sont pas tenus par un mandat impératif. Contrairement à la souveraineté populaire. Dans le cadre de la souveraineté populaire, les représentants sont obligés, c'est là où la démocratie directe, ils sont obligés d'appliquer leurs engagements dans les États où le système est fondé sur la souveraineté populaire. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, l'exemple, nous le voyons pas très loin de chez nous, la Suisse. Oui, ah d'accord. Vous avez des cantons suisses oui. où les représentants dans ces cantons-là sont obligés d'exécuter le mandat que leur donne le peuple. Par exemple, il leur dit de ne pas voter pour la loi sur le mariage pour tous, ils ne voteront pas la loi sur le mariage pour tous. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'ils sont élus sur la base d'un programme bien déterminé. Impératif, oui. Canton par canton. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous ne faites pas ça. Et là, il y a un cadre de souveraineté populaire. Absolument. D'accord. Absolument. Et dans le cadre de la souveraineté populaire, qui est une démocratie directe, et il n'y a pas de séparation des pouvoirs, parce que c'est le peuple qui décide aussi pour les juges. C'est lui qui élit les juges et qui élit les procureurs. Or, ce n'est pas le cas dans les autres démocraties occidentales. Ce que vous citez là, c'est bon pour la Suisse, pour les États-Unis, où les magistrats sont élus. Les États-Unis, dans un certain cadre, pas pour leur pouvoir législatif, mais ils le font pour le pouvoir judiciaire, ou ce qui est le pouvoir judiciaire dans certains États, où les juges et les procureurs sont élus. Oui. Voilà. Donc, voilà la différence. Donc, c'est Ibrahim, si j'ai bien compris, dans le cas où les élus sont élus sur la base de programmes bien définis, bien déterminés, absolument. Il est question de souveraineté populaire. Sinon, s'ils sont élus dans le cadre d'un programme général de leur parti ou je ne sais pas quoi, c'est une souveraineté nationale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tenus de rendre compte vote par vote. Ou dans le cadre de la séparation des pouvoirs, comme nous le voyons par exemple en France, système que nous connaissons bien et que nous avons, notre pays, notre État a reproduit d'une certaine façon dans son organisation, c'est le fait que les partis, on rentre dans un système de partis. C'est le parti qui vous donne les instructions de vote. À quelques rébellions près. Il y a on l'a vu en France avec ceux qu'on appelle au Parti socialiste les frondeurs, qui ont refusé de voter la loi Macron, etc. Bon, il y a des rébellions, mais en général, c'est les partis qui donnent les instructions de vote. Restez avec nous, Ibrahim. Nous allons accueillir à présent Nordine Behbouh, président de l'UFDS et ancien ministre de l'Agriculture. C'est Nordine Behbouh, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de la radio. Alors, on nous a dit que vous êtes à Ouargla, que vous rendez à cette manifestation qui est prévue pour demain, même si ce n'est pas le sujet du jour. Oui, effectivement, nous sommes déjà en route. Nous arrivons très bientôt, enfin des 1 heure comme ça à Ouargla. Nous avons déjà dépassé le Gabaya. Nous partons donc à Ouargla pour participer suite à l'appel lancé par nos concitoyens, nos frères du Sud, à la marche qui est prévue demain. Là, il y a la marche qui est déjà programmée et nous serons donc je suis en ce moment avec le président de notre parti, M. Adili, que vous connaissez, et d'autres personnalités. Donc, nous sommes on nous dit qu'il y a beaucoup de gens, notamment de la CLTD, qui se rendent massivement à Ouargla. C'est une première. Ben oui, enfin, nous, on représente, nous sommes les représentants du pôle de force du changement, comme vous le savez très bien. Donc, nous sommes l'équipe qui a été mandatée par des pôles de force du changement
qui se dirigent vers Très bien. Très bien. De bassin ils sont déjà, je pense aussi qu'ils se préparent à partir, peut-être qu'ils sont déjà partis. Très bien. Donc, nous allons faire une émission sur ça demain. Mais en attendant, j'étais avec Maître Ahmin et Brahim Younsi. Nous parlions de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur la question avant que je vous pose des questions précises? Le principe de la séparation des pouvoirs, c'est un principe qui est fondamental de toute la démocratie du monde. Ça, c'est le premier élément. La séparation des pouvoirs se fait, bien entendu, suite à une véritable démocratisation de la société. La séparation des pouvoirs se construit sur la base de deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est une liberté de presse, donc c'est un des éléments. Et le deuxième élément, c'est une justice autonome. Et à cela, il faut ajouter une légitimation de toutes les institutions. Donc la séparation des pouvoirs, c'est un équilibre parfait. Dans toutes les démocraties du monde, c'est un élément fondamental parce qu'il permet il n'autorise aucun dérapage plutôt. Il ne permet pas à un pays d'être géré sans équilibre. Et l'équilibre des pouvoirs, c'est un élément fondamental dans cette démocratie de tous les États qui aspirent à vivre sérieusement dans une légitimation et un pouvoir légitime. Nordi Bahbouh, le son n'est pas très bon. Je vais demander au soutien technique de voir s'ils peuvent arranger ça. On ne vous entend pas très bien. En attendant, je retourne à Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, vous avez entendu Brahim Younsi faire cette distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale? Nordin Ahmin. Est-ce il y a un souci, le soutien technique va essayer d'arranger ça. Brahim Younsi, je reviens à vous. On parle de trois pouvoirs, principalement, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Est-ce que vous m'entendez, c'est Brahim? Nous venons de perdre Brahim Younsi, il me semble. Donc, il me semble que nous avons perdu nos trois invités. Est-ce que Nordin Ahmin est avec nous? Est-ce que le problème avec Nordin Bahbouh a été réglé? Donc, nous sommes donc sur ce sujet de séparation des pouvoirs. Brahim Younsi est avec nous? Brahim Younsi, on parle principalement de la séparation des pouvoirs, on parle de trois pouvoirs, donc exécutif, législatif et judiciaire. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à votre avis, un autre pouvoir beaucoup plus grand que les trois réunis? Vous en avez parlé. D'ailleurs, il y a beaucoup de théoriciens qui ont placé, notamment les marxistes. Karl Marx a placé le pouvoir de l'économie au-dessus de tous les autres pouvoirs. Aujourd'hui, c'est le pouvoir de la finance, le pouvoir de l'argent. Vous l'avez excellemment dit. Aujourd'hui, c'est la finance. On le voit que les États se couchent, se plient les genoux face à la finance. Donc la finance a pris le pouvoir dans ces démocraties, dans ces pays, dans ces États dits démocratiques. Et donc finalement, les démocraties occidentales, si l'on pèse leur démocratie au trébuchet de la vérité, là, on observe que les élus, ceux qui se font élire, généralement, ils se font élire avec de l'argent. Plus on a d'argent et plus on est sûr d'être élu. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si certains le récusent pour d'autres raisons qui seraient bien entendu de type idéologique. Oui. Emmanuel Mounier, pour ne pas le nommer, qui dit que à propos, par exemple, des démocraties populaires ou des régimes communistes comme celui de l'ancienne Union soviétique, que la démocratie populaire, nous en parlions tout à l'heure, est limitée par le collectivisme, et la démocratie dite libérale est pourrie par l'argent.
Voilà. Et comment faire sinon, à votre avis, est-ce qu'il faut repenser la séparation des pouvoirs, si tant est qu'elle soit un jour appliquée chez nous? Parce que vous le voyez aujourd'hui, les États n'ont plus aucun pouvoir, y compris de la loi. Oui. Ce n'est plus les États qui votent la loi ou qui produisent la loi. Parce que nous parlions tout à l'heure de la séparation du pouvoir. Le pouvoir exécutif, il est aussi législateur. Oui. Parce que c'est lui qui fait des projets de loi. Et il propose, mais... Non. Ce qu'il propose, ce sont les députés. Ah, mais sinon, à part l'ordonnance, C'est le gouvernement. Oui. C'est le gouvernement, dans tous les gouvernements fondés sur la séparation de pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif qui dépose des projets de loi. Le législatif ou le législateur les débat, les discute, les amende, etc. et les vote. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui... Mais l'exécutif, Brahim Younsi, les députés peuvent faire des propositions de loi. Chez nous, il faut 20 députés, la signature de 20 députés sur une proposition pour pouvoir faire une proposition de loi. Et il y a des domaines qui sont séparés, réservés. Il y a le domaine de la loi, qui est bien thématisé, c'est-à-dire ceci relève du cadre de la loi, comme par exemple le statut personnel, certaines règles générales, etc. Bon. Qui sont relatifs, que je viens de dire, au statut professionnel, au droit de la famille, etc., etc. Un certain nombre de règles générales qui dépendent de la loi, du domaine de la loi. Et ça, c'est le domaine de l'Assemblée nationale, des députés. Et vous avez tout le domaine, tout ce qui ne relève pas de la loi relève du règlement. Oui. Donc le pouvoir législatif produit des règlements. C'est la législation également. C'est-à-dire que le président de la République ou le gouvernement, le pouvoir exécutif, entre en cas de vacances du Parlement, de l'Assemblée nationale en particulier, et il légifère par ordonnance. Session du Parlement, le gouvernement, le président de la République, légifère par ordonnance. Oui, mais Brahim Younsi, là, ce sont des cas d'exception. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui n'est pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement. Le gouvernement peut produire, entre guillemets, de la loi, produire en tout cas des règlements. Il légifère. Mais sinon, Brahim Younsi, oui. Généralement dans ce cas de figure, par exemple la dissolution du Parlement, ce sont des périodes très provisoires. Ça veut dire normalement. Oui. Mais sinon, à partir du moment, lorsqu'il n'y a pas de cas d'ordonnance sur ces projets de législation dont vous parliez, tant que c'est le Parlement qui légifère, normalement le pouvoir législatif reste séparé. À partir du moment où c'est lui qui décide si la loi passe ou ne passe pas. Oui, bien sûr, évidemment. Mais vous aviez tout à l'heure introduit une notion importante. Oui. C'est les partis. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est lui qui dépose des projets de loi, il faut qu'il ait une majorité parlementaire, une majorité à l'Assemblée. Exact. Et cette majorité va le suivre. Oui, effectivement. On l'a vu dans toutes les lois qui se votent dans les deux. Ne parlons pas de l'Algérie, parce que nous savons que le Parlement algérien est un Parlement croupion. C'est des chambres d'enregistrement, point. Mais y compris dans les démocraties dites avancées, les partis suivent le gouvernement qui est le leur. Tout à fait, c'est très vrai. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Dans certains gouvernements, dans certains États, comme la France par exemple, et nous l'avons vu tout récemment, la Constitution de la Ve République par exemple, prévoit ce que les Français appellent le 49.3, que le gouvernement peut faire passer une loi, comme le Parti Socialiste l'a fait passer en France il y a une quinzaine de jours, ou 3 semaines, mais à ce moment-là, il engage sa responsabilité. Exact. Il engage sa responsabilité. Mais les frondeurs, par exemple, à l'Assemblée nationale en France, n'ont pas voté la censure.
C'est vrai. Restez avec nous, Brahimi, aussi jusqu'à la fin de l'émission. On n'a plus malheureusement de temps. L'émission est passée à 100 l'heure. Nordin Ahmin, je posais la question à Brahimi aussi sur ce pouvoir financier qui n'est pas apparent, qui n'est même pas théorique, qui n'apparaît nulle part, mais qui est bien là malheureusement et qui dispose, semble-t-il et vraisemblablement, de la réalité du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en effet, il a tout à fait raison. Il s'impose aujourd'hui à toutes les sociétés, notamment à la nôtre, bien sûr. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, c'est une conception constitutionnelle d'un pays, c'est tout. Si on veut, bien sûr, on conçoit une certaine répartition du pouvoir à travers, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie, on prend, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article 6, qui stipule que la source du pouvoir, le peuple est la source du pouvoir. Donc, pour concrétiser ce concept, bien sûr, il faut mettre sur pied les trois pouvoirs, donc le pouvoir législatif qui émane de la représentation populaire, pour moi c'est la représentation populaire, et bien sûr, pour exécuter ces lois, il y a le pouvoir exécutif, et puis le pouvoir judiciaire, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est pour justement appliquer les lois pour protéger la société et les libertés. Maintenant, il y a bien sûr ce pouvoir réel qui s'impose à nous, qui est le pouvoir financier, et qui s'impose pratiquement à toutes les sociétés, maintenant, toutes les politiques. Vous voyez, en Algérie, on parle de Haddad, on parle de Saïd Bouteflika, tout cela. On parle du pouvoir, sinon de la mafia politico-financière. La finance en Algérie, maintenant, pèse lourdement. Merci Nordin Ahmin. Merci, je suis obligé de vous interrompre parce que l'émission arrive à sa fin. On a même dépassé. Nordin Behbouh, pour finir, est-ce que l'argent est un pouvoir ou est-ce qu'il il ne compte pas dans cette séparation des pouvoirs ou est-ce qu'au contraire, il est le principal pouvoir, à votre avis? En Algérie, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Malheureusement, depuis l'avènement de l'État, l'argent, c'est le pouvoir. Et la preuve que toutes les instances, toutes les institutions sont menées par des hommes d'affaires zéro, par des affairistes, par des gens qui sont accaparés de richesse du pays. Il se trouve aussi que les partis politiques qui sont censés être les partis politiques dominants sont aussi noyés par l'argent du pouvoir, par l'argent sale. Et donc, c'est le pouvoir en ce moment en Algérie, malheureusement, et ça, c'est depuis l'avènement de M. Bouteflika. Voilà. Merci, c'est Nordin Behbouh. Merci, Brahim Younsi. Merci, Nordin Ahmin. En espérant vous revoir bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.